La date du 3 septembre, deuxième anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, approchait et les événements se précipitaient. En Europe, le déroulement du conflit avait été profondément modifié lorsqu'Hitler, après avoir échoué dans sa tentative d'envahir les îles britanniques, avait tourné son attention vers l'Est. Le 22 juin 1941, les Allemands avaient envahi la Russie, suivant le plan de l'opération Barbarossa ordonné par Hitler. Anticipant une victoire rapide, grâce à la tactique du Blitzkrieg qui avait fait ses preuves en Pologne, au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas et en France, tous tombaient très rapidement aux mains des nazis, Hitler était persuadé que ses troupes allaient conquérir le puissant empire soviétique avant l'arrivée de l'hiver. Ceci s'avéra être une terrible erreur de jugement. Le Führer avait largement sous-estimé la puissance de son ennemi. De plus, il n'y avait aucun espoir que ses alliés japonais l'aident en attaquant la Russie par l'Est. L'Empire du Soleil levant étant bien plus préoccupé par le déroulement de ses opérations en Chine et s'apprêtait, seul, à réveiller un géant assoupi, les États-Unis d'Amérique. Pour tous ceux qui se plongent dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la position des Russes durant cette période est parfois difficile à comprendre. Même Winston Churchill, le Premier ministre britannique, décrivait la Russie comme étant une énigme drapée de mystères. Un retour en arrière ne serait pas superflu pour comprendre le contexte des événements qui se déroulèrent en juillet 1941. Par tradition, alors que commençait le XXe siècle, les Russes avaient des liens étroits avec la Grande-Bretagne, essentiellement parce que le tsar, Nicolas II, avait épousé Alexandra, une petite fille de la reine Victoria. Et lorsqu'un autre petit-fils de la reine Victoria, le Kaiser Wilhelm, menaça la paix en Europe, les Russes rejoignirent les forces britanniques au début de la Première Guerre mondiale. Les champs de bataille d'Ypres et de la Somme étaient souillés du sang des jeunes soldats russes terrés dans leurs tranchées, et l'Empire russe s'affaiblissait vite, car dans les rues de Moscou, le sang russe coulait aussi. La guerre faisait rage. La révolution russe de 1917 vit les classes laborieuses prendre l'ascendant sur les capitalistes, annonçant le début d'une terrible guerre civile. En raison des très lourdes pertes subies face aux Allemands sur le front Est et de la détérioration de la situation intérieure, les tensions étaient à leur maximum. Le train de vie de la famille royale contrastait avec la pauvreté des classes paysannes. Lénine s'affirma comme le leader bolchevique et la dynastie Romanov fut anéantie, le tsar et sa famille capturés, puis exécutés. C'était une époque terrible pour le peuple de Russie qui assistait à l'émergence du communisme et de l'armée rouge, baptisée ainsi en l'honneur de ceux dont le sang avait été versé dans la guerre contre le capitalisme. Lénine mourut en 1924 et Joseph Staline lui succéda. Ironiquement, Lénine avait déjà prévenu, mais en pure perte, de la menace que Staline représentait. Dans les années 20, Winston Churchill avait résumé la situation en quelques mots. En tant qu'opposant au communisme,
il déclara à propos de Lénine que pour le peuple russe, leur pire malchance fut sa naissance, et la prochaine serait sa mort, ce qui s'avéra en effet le cas pour les Russes sans Lénine. Lorsque Staline parvint au pouvoir, sur le plan des droits de l'homme, rien ne séparait le nouveau chef soviétique d'Adolf Hitler. La grande purge des années 30 laissa le monde et son propre peuple sans aucun doute sur ce qu'il était capable de faire. Mieux décrite sous le terme de Grande Terreur, Staline se lança dans une implacable purge du Parti communiste pour s'assurer qu'il ne subirait aucune opposition, tout comme Hitler l'avait fait au sein de son gouvernement en Allemagne. Ceux qui s'étaient montrés en désaccord étaient envoyés dans des camps de travaux forcés ou exécutés et des populations entières déportées. Des 5 maréchaux de l'Union soviétique, seulement 2 survécurent à cette purge, Budgoni et Vorochilov. Tous 2 allaient, du coup, avoir un rôle à jouer lorsque le monde entrerait en guerre une deuxième fois. Subissant une moyenne estimée de 1000 exécutions par jour, l'armée rouge était devenue une machine de guerre solide, obéissante, menée par la terreur et capable de commettre les pires atrocités sans jamais s'interroger sur les ordres qu'elle recevait. Bien qu'opposé de façon véhémente à Staline, Hitler avait beaucoup de points communs. Lorsque le dictateur allemand réalisa qu'il devait s'assurer de la coopération des Russes avant d'envahir la Pologne en 1939, en dépit de sa haine du communisme, il signa un pacte qu'il n'avait nulle intention de respecter. Il s'agissait d'un des pactes les moins évidents de toute l'histoire. Lorsqu'en juin 1941, Hitler le rompit d'une manière assez cavalière, ce ne fut qu'une petite surprise pour les Alliés, mais un choc immense pour les Soviétiques, en dépit des nombreux avertissements répétés des services de renseignements alliés. Un peu plus à l'est, les événements qui se mettaient en place allaient avoir de dramatiques répercussions avant même la fin de l'année 1941. Le 2 juin, une conférence impériale se tint au Japon afin que le plus puissant des alliés d'Hitler puisse évaluer la situation. L'opération Barbarossa avait entraîné la Russie et l'Allemagne dans une guerre, mais les Japonais étaient récalcitrants à se lancer à leur tour dans ce conflit, car ils avaient d'autres soucis qui mobilisaient toute leur attention. Le Japon était en guerre avec la Chine depuis 1937, et les tensions diplomatiques avec les USA s'aggravaient. Il n'est pas inutile à ce stade de récapituler les événements du point de vue japonais pour replacer dans son contexte ce qui va advenir en 1941. L'histoire du Japon était émaillée de différends avec les USA ou la Russie. Pendant des siècles, ce pays s'était fermé au monde. C'était une nation mystérieuse. Lorsque le commodore de la marine américaine, l'amiral Matthew Perry, força finalement les Japonais à ouvrir des relations commerciales avec l'Occident à la fin du XIXe siècle, ce fut une étape importante pour l'Empire du Soleil levant qui sentit qu'il perdait alors certains avantages. L'Amérique s'était portée acquéreur des vastes espaces de l'Alaska auprès des Russes et prit aux Espagnols le contrôle des Philippines et de Guam. Le Japon sentait la domination des USA grandir. Hawaï fut également annexé et une importante base navale y fut installée, d'où les Américains pouvaient rejoindre facilement leur nouveau territoire acquis dans le Pacifique. Il ne fut donc pas surprenant que les Japonais commencent à développer leur puissance militaire, modelant leur armée sur celle de la France et de la Prusse, et leur marine sur celle de l'Empire britannique. Cela s'avéra déterminant lorsque l'Empire russe se rapprocha de la Corée, pays que le Japon considérait comme un espace tampon pour sa sécurité.
Lorsque la marine japonaise attaqua la flotte russe à Port Arthur en 1904, elle remporta une brillante victoire. Mais le nouveau siècle devint rapidement plus complexe sur le plan diplomatique, car en 10 ans, une succession de conflits avait engendré la Première Guerre mondiale. Après de durs et sanglants combats dans les tranchées et de grandes batailles navales, la paix revint en 1918 et des traités signés pour prévenir toute nouvelle guerre. Mais alors même que le traité de Versailles et ses mesures drastiques contre l'Allemagne défaite préparaient le terrain pour Hitler et ses compagnons, un autre traité mécontenta les Japonais. Les plus grandes puissances navales mondiales firent l'objet d'une grande attention au lendemain de la Grande Guerre, et le traité de Washington, signé entre les USA, l'Angleterre, la France, l'Italie et le Japon, fixa des limites aux marines de chaque pays signataire. Cependant, les Japonais sentaient qu'ils s'étaient fait forcer la main par les USA. Ce fut le début d'une période conflictuelle entre ces deux nations culturellement bien différentes. Le prince Fumimaro Konoe, qui devint plus tard Premier ministre du Japon, était sceptique à propos des véritables intentions de l'Occident et particulièrement inquiet du manque de ressources naturelles de son petit pays. Konoe pensait que les nations occidentales protégeaient leurs propres intérêts et remarqua que si chaque nation avait un accès égal aux marchés internationaux, la nation japonaise, pauvre en ressources, n'aurait d'autre ressort que de briser le statu quo pour sa propre survie. En moins d'une décennie, les fragiles fondations d'une paix que le traité de Versailles avait tenté de construire étaient menacées et les prédictions de Konoe étaient devenues une réalité. Le krach de Wall Street en 1929 plongea le monde dans la spirale de la récession économique et le Japon fut forcé de chercher encore plus loin ses approvisionnements et les matières premières pour alimenter son économie dévastée. Il y avait déjà des colonies japonaises en Mandchourie et dans le nord-est de la Chine. Tentée par ce pays si riche en ressources naturelles, l'armée impériale finit par marcher sur cette région en septembre 1931. En 6 mois, la victoire japonaise était totale. Et le 1er mars, le dernier empereur de Chine, Puyi, qui avait été renversé par les chefs de guerre chinois en 1924, fut placé à la tête de l'État marionnette de Mandchourie. La région fut rebaptisée le Manchukuo. Et sans tarder, l'armée commença à planifier l'implantation de 5 millions de colons en Chine en moins de 20 ans. Les premiers colons commencèrent à creuser des mines pour trouver l'or, le fer et le charbon qui devaient aider à l'expansion du Japon. L'industrie forestière se développa et les fermiers furent encouragés à cultiver des plants d'opium dont la vente allait aider au financement de l'armée impériale. Très vite, la consommation d'opium augmenta dramatiquement et près d'un quart de la population de Mandchourie devint accro. Mais tandis que le Japon touchait les bénéfices de ses rapines en Chine, ses actions étaient condamnées par l'Occident. La Société des Nations, formée après la Grande Guerre pour empêcher tout nouvel acte d'agression dans le monde, refusa de reconnaître le Manchukuo en tant qu'État indépendant et ordonna aux Japonais de se retirer de la zone.
En février 1933, un délégué japonais, Yotsuke Matsuoka, répondit aux représentants des différentes nations que la Mandchourie était devenue une question de vie ou de mort pour le Japon. Yotsuke Matsuoka déclara « Il est notoire que la politique du Japon est inspirée par le désir fondamental de garantir la paix en Extrême-Orient et contribuer ainsi à maintenir la paix dans le monde entier. Le Japon, cependant, est dans l'impossibilité d'accepter le rapport adopté par l'Assemblée. En descendant de l'estrade, Matsuoka marquait le retrait du Japon de la Société des Nations et le début des relations conflictuelles de plus en plus violentes avec l'Occident. En 1936, le Japon renonça au traité de Washington et en 1937, après 6 ans de batailles sporadiques, le conflit entre la Chine et le Japon connut une escalade en importance et en intensité. Le 7 juillet, alors que les tensions étaient au plus haut niveau entre les troupes du chef chinois Chiang Kai-shek et l'armée impériale japonaise, un incident sur le pont Marco Polo au sud de Pékin entraîna une guerre totale entre les deux pays. Les troupes japonaises déferlaient en Chine, conduites par Hideki Tojo, et sans tarder la ravagèrent sans merci. Nombreux étaient ceux qui, à Tokyo, étaient effrayés par une armée qui avançait de sa propre initiative. Le prince Konoe, qui était devenu Premier ministre du Japon, réalisa que son gouvernement n'avait finalement aucun pouvoir de contrôle sur l'armée. En décembre 1937, l'armée japonaise avait atteint la capitale chinoise, Nankin, massacrant des milliers d'habitants. Il y avait aussi des Occidentaux dans la ville, qui, comme les Chinois, s'enfuirent pour sauver leur vie alors que la ville plongeait dans le chaos. Un événement en particulier allait marquer le début des hostilités entre le Japon et l'Amérique. De nombreux personnels civils et militaires avaient embarqué à bord de la canonnière USS Panay pour s'échapper de Nankin. Le 12 décembre 1937, plongeant dans l'horreur ceux qui étaient à bord, des avions de l'aéronavale japonaise commencèrent à piquer sur le navire et à le bombarder. Les bombes perforaient ces ponts et explosaient. 3 Américains furent tués et de nombreux autres blessés. Ce fut un moment décisif dans les relations diplomatiques entre les USA et le Japon. Un film d'actualité tourné lors de l'attaque fut présenté au président Roosevelt à Washington et aggrava la situation. Après une telle démonstration d'hostilité, le président américain avait toutes les raisons de déclarer la guerre. Mais le souvenir de la Grande Guerre pesait encore sur le pays. Les USA étaient devenus une nation isolationniste et se tenaient en dehors de tout conflit pour le moment. De nombreux Japonais exprimèrent leurs regrets pour cet incident. Le vice-amiral Isoroku Yamamoto exprima des excuses officielles aux USA pour l'incident de l'USS Panay. Il était diplômé d'Harvard et avait été un temps attaché naval aux USA. Il était bien conscient de la puissance navale considérable que pouvait être ce pays. Il était, plus que tout autre, très averti des dangers que pouvait représenter une guerre contre une nation si puissante. Au grand soulagement du gouvernement japonais, à la veille du Noël 37, le président américain accepta les excuses de Tokyo. Mais la guerre continuait en Chine, et Roosevelt était de plus en plus horrifié par les récits des atrocités qui filtraient vers l'Occident. Les militaires japonais n'avaient que peu de respect pour la vie humaine. L'emploi d'armes biologiques et de bombardements tuèrent des millions de civils dans toute la Chine. Après le bombardement incendiaire de Chongqing en mai 1939, qui tua 5000 personnes en 2 jours, l'Amérique se décida à intervenir pour empêcher de nouvelles exactions japonaises.
En juillet de cette même année, l'embargo sur les ventes d'avions au Japon fut mis en place et servit d'avertissement. L'Amérique allait faire tout ce qu'elle pouvait pour contrer les volontés d'expansion du Japon. Lorsque la guerre éclata en Europe, Roosevelt mit en œuvre d'autres mesures en signant le traité Pré-Baille en mars 1941, promettant ainsi de l'aide non seulement aux Britanniques pour leur combat contre l'Allemagne nazie, mais aussi pour la Chine pour son combat contre l'armée impériale. Le leader du Front national chinois, Chiang Kai-shek, avait également réclamé un soutien aérien. Durant l'été 1941, les premiers Américains d'un groupe de volontaires devenus célèbres sous leur surnom de « Tigre volant » étaient à l'entraînement sur les aérodromes chinois. Ces pilotes ne devaient pas intervenir au combat avant le début 1942, mais le fait que Roosevelt ait approuvé leur déploiement était une preuve de plus de la sympathie américaine. Le Japon, à son tour, maintenant que la guerre faisait rage en Europe, ne cachait plus ses sympathies pour les forces de l'Axe. En septembre 1940, les Japonais signèrent le pacte tripartite avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Et au printemps 1941, Matsuoka, le délégué qui avait fait sortir le Japon de la Société des Nations en 1933, était acclamé au balcon de Mussolini à Rome. Matsuoka, devenu alors ministre des Affaires étrangères, avait été éduqué en Amérique où il avait vécu pendant 9 ans. En dépit de son éducation occidentale, Matsuoka était obsédé par l'idée d'une conspiration anglo-américaine contre le Japon, et ce sont ces craintes qui le conduisirent à se rapprocher des nations belligérantes, nazies et fascistes. À la grande surprise du gouvernement japonais, le ministre des Affaires étrangères ne s'arrêta pas à l'Italie et l'Allemagne et le 13 avril, après une rencontre réussie avec Joseph Staline, il signa un pacte de neutralité avec l'Union soviétique. Ce n'était certainement pas ce que le gouvernement japonais attendait, et ils furent assez désemparés par la nouvelle politique radicale de leur ministre. La Russie et le Japon étaient des ennemis héréditaires, et ceci était ancré dans le folklore de ces peuples bien avant l'expédition du Commodore Perry en 1853, qui avait marqué le début des hostilités entre l'Est et l'Ouest. Le Japon considérait la Russie comme la grande puissance contre laquelle ils étaient destinés à combattre pour leur survie. Et il n'est pas inutile de se pencher sur une bataille particulière entre la Russie et le Japon pour mieux comprendre la rivalité qui existait entre ces deux nations. 2 ans à peine avant que Matsuoka ne signe un pacte de non-agression avec Staline, de féroces combats eurent lieu entre l'Union soviétique et le Japon. La Mongolie, frontalière de la Mandchourie aux mains des Japonais, était un État manipulé par les Russes depuis les années 20, et il y avait bien peu d'espoir que la coexistence entre ces deux régions reste pacifique. La frontière entre ces deux territoires était très disputée. Le Japon proclamait que la frontière courait le long de la rivière Khalkhin-Gol. Les Soviétiques prétendaient, eux, qu'elle était située près du village de Nomohan, à quelques 15 km à l'est de la rivière. Cette dispute s'éternisa pendant les années 30 et il y eut de fréquentes escarmouches entre les troupes japonaises, mongoles et soviétiques. Mais le combat décisif de cette guerre de la frontière soviético-japonaise allait être la bataille de Khalkhin-Gol. En fait, cette bataille allait avoir une signification majeure dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Au printemps 1939, les Soviétiques et les Japonais renforçaient leurs troupes de chaque côté de la Khalkhin-Gol. Au mois de juillet, les troupes japonaises s'aventurèrent de l'autre côté de la rivière et avancèrent le long de la rive ouest. Ils durent faire face à une violente opposition conduite par un commandant soviétique encore assez peu connu. Yukov était le fils d'un cordonnier et avait mené la vie d'un paysan jusqu'à son appel sous les drapeaux.
Pendant la Première Guerre mondiale, il montra ses talents militaires et fut rapidement promu au rang d'officier pour son courage au combat. Plus tard, Yukov rejoignit le parti bolchevique où son passé de paysan fut un atout important. Il fut l'un des rares officiers à survivre à la Grande Purge dans l'Armée rouge. Renommé pour ses talents de planificateur, sa discipline et son attitude volontaire au combat, Yukov allait devenir plus tard l'un des très grands généraux de l'Union soviétique. Il a certainement dissuadé les Japonais de chercher à nouveau le combat contre les Soviétiques. En août 1939, Yukov lança sa contre-attaque à Khalkhin-Gol avec 50 000 Russes et Mongols, des chars et des divisions d'artillerie motorisées. Il s'avéra être un adversaire coriace pour les Japonais. À la fin du mois, les unités envoyées au nord avaient été anéanties et les soldats japonais survivants faits prisonniers. Yukov fut promu pour cette grande victoire. Un accord de cessez-le-feu fut signé le 15 septembre, mais les Soviétiques avaient de nouveaux problèmes à assumer. Staline allait être impliqué en Europe de l'Est, ayant signé un accord pour participer à l'invasion nazie de la Pologne, et l'Armée rouge allait être entraînée sur un nouveau champ de bataille. Juste 2 semaines après l'invasion initiale d'Hitler en Pologne, le 17 septembre 1939, les Soviétiques entraient en Pologne par l'Est, à la grande stupéfaction de ceux qui combattaient encore les troupes allemandes. Au Japon, les événements de Mongolie allaient avoir de profonds retentissements sur le déroulement du conflit. L'armée impériale avait depuis longtemps favorisé une expansion vers le nord, en prévoyant de marcher sur la Sibérie afin d'étendre durablement l'empire japonais. En fait, la propagande avait commencé dès 1919, encourageant les Japonais à promouvoir l'occupation de l'Est de la Russie. La bataille de Khalkhin-Gol avait changé quelque peu ce courant. La désastreuse défaite avait finalement convaincu l'état-major impérial à Tokyo que plutôt que de suivre une expansion aux confins de l'Empire vers le nord, il fallait se concentrer sur une expansion vers le sud. Cette stratégie, encouragée par la marine, pouvait conduire le Japon vers les riches territoires du Pacifique Sud, où se trouvaient de nombreux avant-postes de l'Empire britannique et des USA, ce qui allait influer sur le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'été 1941, les Soviétiques, rassurés par la fin des menaces japonaises sur leurs frontières orientales, furent attaqués à l'ouest par la puissante armée allemande. Hitler avait attendu de nombreux mois l'opportunité de frapper au cœur de la patrie communiste. Le 22 juin 1941, l'invasion de l'Union soviétique commençait. Les forces allemandes étaient divisées en 3 groupes d'armées, nord, sud et centre, et toutes avaient pour objectif d'atteindre les montagnes de l'Oural dans le nord et la rivière Volga au sud. Le groupe d'armées du Nord devait marcher à travers les pays baltes et prendre ou détruire la ville de Leningrad, autrefois connue sous le nom de Saint-Pétersbourg. Ce groupe était commandé par Wilhelm von Leeb, un général qu'Hitler n'aimait pas en raison de son attitude anti-nazie, mais qui avait gagné sa place au cœur du dispositif Barbarossa après ses grands succès pendant la bataille de France. Pendant ce temps, le groupe d'armées sud devait frapper à travers le cœur agricole de l'Ukraine, s'emparer de Kiev avant de continuer dans la direction de Stalingrad sur la Volga et des champs pétrolifères du Caucase. Le groupe d'armées sud était conduit par Gerd von Rundstedt, qui avait déjà combattu en Pologne et en France et qui avait participé à la conception du plan d'invasion de l'Angleterre, l'opération Zelove. Feder von Bock, qui avait conduit une armée dans le nord de la Pologne en 1939, commandait le groupe d'armées du centre, et c'est son armée qui allait devoir avancer vers Smolensk, puis vers la cible de choix,
Moscou. D'un point de vue militaire, il y avait un certain nombre de facteurs qui faisaient de Moscou un objectif majeur. La ville était la capitale de l'Union soviétique et sa prise aurait des conséquences, non seulement sur le gouvernement, mais serait également hautement symbolique dans l'optique de la conquête du pays. Moscou était de plus un important centre industriel et un nœud primordial du réseau ferroviaire russe, ce qui signifiait que, s'il tombait aux mains des Allemands, les liaisons avec le reste du pays seraient coupées. Leningrad serait alors vulnérable au nord-ouest, et les soviétiques seraient sévèrement affaiblis au sud, menaçant alors la défense de l'Ukraine. Les généraux allemands étaient convaincus que Moscou devait être attaqué prioritairement. Adolf Hitler pensait que Leningrad devait être visé plutôt que la capitale soviétique. Pendant les étapes de planification de l'opération Barbarossa, Hitler, persuadé d'être lui-même un génie militaire, avait ordonné fréquemment Leningrad en premier, le bassin de Donetsk en deuxième, Moscou en troisième. Ces généraux émettaient discrètement des doutes sur les capacités de leur Führer en ce qui concernait la stratégie militaire. Mais, bien que ces différences d'opinion aillent ultérieurement s'avérer dommageables à la campagne de Russie, l'attaque initiale était couronnée de succès. Une armée de 3 millions d'hommes parvint à briser les lignes de défense soviétiques et avançait de 40 km par jour. En juillet, le groupe d'armée nord fonça vers la mer Baltique pour se refermer sur Leningrad. L'armée du centre encercla Minsk et le groupe sud marcha sur Kiev. Staline était à Moscou, littéralement paralysé par l'avance étonnamment rapide de l'ennemi, à peine capable de réaliser que Hitler prenait le dessus sur la puissante Union soviétique. Il fallut 2 semaines pour que le dictateur soviétique reprenne le contrôle. Le 3 juillet, les forces désorganisées de l'armée rouge reçurent des ordres que Staline adressa à tout le pays, exhortant à une grande guerre patriotique contre l'envahisseur. Dans son discours, il en appelait non seulement aux idéaux communistes, mais aussi au nationalisme russe. Le peuple soviétique entendait pour la première fois la voix de son leader, et les soldats, comme les civils, se rassemblèrent pour défendre leur pays. Le 10 juillet, les forces de défense furent organisées en 3 groupes. Clément Voroshilov, qui avait conduit l'armée rouge au désastre dans la guerre d'hiver contre la Finlande, fut affecté à la force du Nord-Ouest. Semyon Timoshenko, qui avait combattu avec succès en Finlande, fut affecté à la force de l'Ouest. Et Budgoni, qui fut l'un des 2 maréchaux de l'Union soviétique à survivre à la grande purge des années 30 avec Voroshilov, fut affecté au groupe du Sud-Ouest. Yukov, dans le même temps, était promu chef d'état-major et allait coordonner la défense de l'Union soviétique. Les officiers russes manquaient d'expérience pour des opérations à grande échelle, et les armées soviétiques étaient loin d'égaler les armées allemandes. Elles commencèrent pourtant à résister assez farouchement aux forces d'invasion. Après seulement 4 semaines de combat, certains problèmes apparurent, freinant l'avance des troupes allemandes. Le groupe d'armées du centre de Bok avait tenté de s'emparer de Smolensk le 15 juillet, mais les unités de blindés s'étaient avancées plus loin que ne s'y attendait l'infanterie. Hitler avait espéré que les troupes soviétiques pourraient être piégées par un mouvement en tenaille depuis le nord et le sud de Smolensk. Mais alors que les troupes motorisées allemandes fonçaient droit devant elles pour poursuivre l'infanterie, on nota un ralentissement des approvisionnements vers les premières lignes. L'espace entre les pointes de 2 parties de la tenaille ne put être comblé à temps, et des milliers de soldats soviétiques parvinrent à s'échapper. Il était à redouter que les Russes arrivent à envoyer des renforts entre les unités de Panzer et leurs unités de soutien.
Le groupe d'armées sud rencontrait également des problèmes sur la route vers Kiev, sous la forme d'une opposition plus forte qu'attendue. Hitler prit donc une décision radicale. Contrairement à l'opinion des commandants du groupe d'armées du centre, Hitler décida de stopper l'avance vers Moscou pour concentrer toute la puissance de ses armées sur l'attaque contre Kiev au sud et contre Leningrad au nord. Le 19 juillet, Hitler publia sa directive 33 ordonnant au Panzer du groupe d'armées du centre de rejoindre les troupes de Rundstedt au sud. Le plan n'était pas des plus populaires au sein du haut commandement allemand, et dans les semaines suivantes, de nombreuses réunions donnèrent lieu à d'importants débats. De la mi-juillet à la mi-août, les discussions continuèrent, mais les Allemands perdaient un temps précieux alors que la météo était la plus favorable pour combattre en Russie. Alors que ce débat continuait, Staline était inquiet de la menace qui pesait sur les villes soviétiques et se tourna vers Winston Churchill pour trouver un peu d'aide, et lui suggéra que les Britanniques ouvrent un nouveau front à l'ouest en attaquant la France. Bien que les bombardements sur les îles britanniques soient moins intensifs, Churchill n'était pas en position d'aider les Soviétiques et rappela à Staline que la Grande-Bretagne était seule à combattre les forces de l'Axe depuis plus d'1 an. Les approvisionnements britanniques étaient étirés à leur maximum compte tenu des combats en Afrique et en Atlantique. Les troupes allemandes, conduites par Erwin Rommel, continuaient à malmener les défenses alliées qui se trouvaient sur la route de l'Égypte et le canal de Suez. La Royal Navy, de son côté, mobilisait ses forces pour protéger les approvisionnements maritimes dans l'océan Atlantique, et de grandes inquiétudes commençaient à poindre concernant les avant-postes de l'Empire britannique dans le Pacifique laissés sans protection. La Malaisie, la Birmanie, Singapour et Hong Kong étaient de précieuses colonies anglaises, et elles restaient très vulnérables face au Japon, allié de l'Allemagne. Les Japonais avaient déjà mis la pression sur les Anglais pour qu'ils ferment la route de Birmanie, une des rares routes encore ouvertes pour approvisionner la Chine. Il était évident que si la guerre continuait contre l'Allemagne, la puissance de l'Empire britannique allait diminuer considérablement dans la région. Les Japonais restaient cependant assez sceptiques à propos de leur allié Hitler. En tant que membres du pacte tripartite, les politiciens japonais avaient été choqués que l'Allemagne n'ait pas jugé utile de les informer de l'attaque contre l'Union soviétique qui les plaçait dans une position ambiguë en raison de leurs accords avec Staline. Le ministre des Affaires étrangères, Matsuoka, fut prompt à s'aligner sur Hitler. Il dénonça le traité signé avec le dictateur soviétique et poussa le Japon à attaquer la Russie par l'Est, tandis que l'Allemagne avançait sur les frontières occidentales. Le ministre des Affaires étrangères commençait à exaspérer son gouvernement. Le Premier ministre Konoe finit par donner la démission de son gouvernement qui fut ensuite reformé sans Matsuoka. Mais bien que l'absence de Matsuoka fût un soulagement pour beaucoup à Tokyo, Konoe savait bien que le Japon se dirigeait vers une guerre qui allait vite devenir inévitable. Le Japon impérial avait déjà lancé son concept de sphère de coprospérité en Asie, dans le but de rallier des soutiens pour ses objectifs dans le Pacifique Sud. Le gouvernement prétendait que cette ambition placerait les peuples du sud-est asiatique et la Chine sous la protection du Japon. Les empires occidentaux avaient pendant longtemps exploité les richesses du Pacifique, et le Japon voulait désormais libérer l'Asie de l'impérialisme européen et américain. Mais alors que les populations vivant sur les îles du Pacifique commençaient à croire vraiment que l'Empire du Soleil Levant ne voulait que leur salut, la sphère de coprospérité n'était rien d'autre qu'un prétexte à un expansionnisme militaire agressif.
Début juillet, les renseignements américains interceptèrent un message japonais qui demandait que les préparatifs pour une avance vers le sud s'accélèrent. Le 18 juillet, il devint clair que le Japon se préparait à s'aventurer un peu plus loin. La première cible était l'Indochine française, incluant une grande partie du Vietnam, le Cambodge et le Laos, qui étaient administrés par le régime de Vichy, proche de l'Axe, depuis la défaite de la France en 1940. Les Japonais avaient émis plusieurs exigences sur l'Indochine depuis des mois et finalement les officiels de Vichy cédèrent à la pression et signèrent à reculons un traité avec le Japon le 24 juillet, les autorisant à occuper les bases aériennes dans le sud du pays. Ceci plaçait les Japonais à courte distance des colonies britanniques et des bases militaires américaines. La menace d'une attaque japonaise grandissait. Roosevelt fit un geste fort dans la guerre économique qu'il menait contre le Japon, plaçant les fournitures de pétrole et d'acier sous embargo. Il lança un ultimatum au Japon, lui demandant de se retirer entièrement de Chine et d'Indochine, de renoncer à leur accord avec l'Allemagne et l'Italie, sinon l'embargo prendrait effet le 1er août. L'Empire britannique et les possessions hollandaises en Indonésie répondirent favorablement à cet embargo. Les Japonais, traditionnellement dépendants des Occidentaux pour l'approvisionnement en matières premières d'importance stratégique, allaient devoir faire face à un blocus global aux conséquences désastreuses pour son économie. Le Japon n'avait de stock de pétrole que pour 2 ans, et sans espoir de pouvoir réapprovisionner ses stocks par les USA, le chef d'état-major de la marine impériale, Osami Nagano, annonça qu'il n'y avait plus d'autre voie que de combattre afin de briser les chaînes d'acier qui étranglent le Japon. Il fut inflexible. Si le Japon devait entrer en guerre, il devait le faire rapidement. Le haut commandement japonais avait officiellement adopté une stratégie tournée vers le sud pour frapper les îles faiblement défendues du Pacifique. Le 4 août, Winston Churchill embarqua sur le cuirassé Prince of Wales à la rencontre du président Roosevelt à Argenta Bay, à Terre-Neuve, pour évoquer la situation en Europe et dans le Pacifique. Le 9 août, les deux leaders se rencontrèrent pour la toute première fois et lors de cette rencontre, ils rédigèrent un brouillon de déclaration qui fixait quelques objectifs pour le monde d'après-guerre. La charte de l'Atlantique exigeait la liberté pour tous et le désarmement des nations agressives ainsi qu'une coopération économique globale. Il s'agissait des tout premiers pas en direction de la naissance des Nations Unies, mais tandis que les Anglais et les Américains célébraient leur alliance contre l'Axe, pour les Japonais, la charte de l'Atlantique s'apparentait à une déclaration de guerre et était considérée comme un plan pour une domination du monde par les Anglo-Américains. Une conférence impériale se déroula le 6 septembre et conclut que si les négociations ne permettaient pas de résoudre l'approvisionnement en pétrole, les hostilités allaient devoir commencer contre les USA, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne dès la mi-octobre. La marine japonaise avait déjà commencé ses préparatifs de guerre et l'amiral Yamamoto, qui avait tout fait pour éviter une guerre dès 1937, concluait que la guerre était maintenant inévitable et que la seule voie pour vaincre l'importante force navale américaine était d'attaquer avant qu'elle n'arrive en Extrême-Orient. Des espions à Hawaï envoyaient les informations sur la base navale de Pearl Harbor. Le plan d'attaque pouvait donc être peaufiné.
Les USA se concentraient sur le renforcement de leurs unités et la défense de leurs bases dans le Pacifique. Il semble qu'ils n'imaginaient pas que le danger était bien aussi proche de chez eux. Pourtant, même au sein du gouvernement japonais, certains rechignaient à entrer en guerre contre les USA. Le Premier ministre Konoe se pressa de demander à rencontrer le président Roosevelt pour ouvrir la porte aux négociations, offrant même de venir jusqu'à Hawaï s'il le fallait. Mais tant que le Japon n'acceptait pas les termes de l'ultimatum, le secrétaire d'État de Roosevelt, Cordell Hull, en concluait qu'il n'y avait aucune raison que les deux chefs d'État se rencontrent. Le Japon était prêt pour la guerre. En Russie, la pause occasionnée par le débat qui avait entraîné un retard dans l'offensive allemande était finalement terminée. Hitler avait refusé de renoncer à ses plans et les panzers du groupe d'armées du centre rejoignaient le sud pour rencontrer l'armée du Rundstedt qui avançait sur Kiev. Le 23 août, l'attaque reprit. Le 19 septembre, Kiev tombait aux mains des Allemands et 4 armées russes étaient piégées, ce qui est désormais considéré comme la plus grande manœuvre d'encerclement de troupes de l'histoire. D'après les Allemands, 600 000 soldats furent capturés à l'occasion d'une défaite sans précédent pour l'armée rouge. Laissés à la merci des nazis, le sort de nombre de ces hommes allait être pire que la mort lorsqu'ils furent envoyés au camp de concentration de Buchenwald en Allemagne. C'était un des plus importants camps construits par les nazis. Les prisonniers allaient y subir d'inimaginables horreurs, être affamés et devenir les sujets d'expérimentations médicales monstrueuses ou d'exécutions sommaires. De tous les prisonniers de Buchenwald, les Russes allaient être les plus maltraités car, dans l'idée d'Hitler, ils étaient une sous-race qu'il fallait balayer de la surface de la Terre. La perte de si nombreux soldats à Kiev était un désastre pour l'armée rouge. Les troupes allemandes traçaient leur route au nord-est et le danger que Leningrad puisse tomber devenait une hypothèse de plus en plus crédible. Le général allemand Leb, dirigeant du groupe d'armées du Nord, avait reçu des renforts en blindés venant du groupe d'armées du Centre. Vers la fin du mois d'août, la 4e armée de Panzer avait brisé les lignes de défense soviétiques et se trouvait à moins de 50 km de Leningrad. Simultanément, l'armée finlandaise se rapprochait par le nord autour du lac Ladoga. Les soldats finlandais jouèrent un rôle important dans le succès de la campagne contre Leningrad. Et le 6 septembre, le baron Mannerheim, commandant en chef des forces de défense finlandaises, reçut la croix de fer pour son rôle dans les combats. Cependant, alors que les Allemands les pressaient de continuer l'attaque contre Leningrad, Mannerheim et le gouvernement finlandais furent réticents à s'impliquer plus avant dans la guerre. Leur objectif était de s'emparer de plus de territoires vers l'est et de reprendre celui perdu lors de la Grande Guerre d'hiver de 39-40, mais pas de s'emparer de Leningrad. Même sans l'aide des Finlandais, le sort de Leningrad semblait scellé. La ville soviétique se situait sur le fleuve Neva, sur le golfe de Finlande, et était une des villes les plus importantes pour la Russie. Hitler avait hâte de la détruire et d'anéantir ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Les forces allemandes encerclèrent la ville, coupant toutes les routes d'approvisionnement. Faisant face aux défenses organisées par le maréchal Youkov, ils commencèrent le siège.
Dans le chaos des premiers mois de la guerre, aucun plan d'évacuation n'avait été conçu pour les habitants de la ville, et les réserves alimentaires s'épuisaient. Des centaines de milliers de civils mourraient de faim. Dans certains cas, certains se livrèrent même au cannibalisme. Le 22 septembre, Hitler annonça « Nous n'avons aucun intérêt à sauver la vie de la population civile » et ordonna que la ville soit rayée de la surface de la terre. Le siège allait encore durer 872 jours et en fin de compte, plus d'1 million d'hommes et de femmes allaient mourir à Leningrad. Kiev et Leningrad étant menacés de la destruction par les nazis à la fin de septembre, Hitler ordonna de reprendre la route de Moscou en déclarant « Après 3 mois de préparation, nous avons la possibilité d'écraser notre ennemi avant l'arrivée de l'hiver. » Les Soviétiques continuaient à tenir leur territoire et lorsque les premières neiges commencèrent à tomber sur le front Est, la victoire allemande sur l'Union soviétique était encore loin. Le terrible hiver russe allait être un désastre pour la guerre menée par Hitler contre les communistes. Et la bataille que les nazis espéraient terminer en quelques mois n'était en fait qu'à son commencement. Pendant ce temps, comme la date limite des négociations entre les USA et le Japon s'approchait, il devenait évident que l'hiver 1941 allait être le théâtre de retournements de situations dramatiques pour le déroulement de la Seconde Guerre mondiale.